Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Le concept d'évaluation. Forme spécifique du jugement. L'évaluation est avant tout une façon pour la conscience humaine d'appréhender le réel, de lui assigner du sens afin de se situer par rapport à lui. L'évaluation est à ce titre toujours le guide d'une action future qu'elle prépare et qu'elle anticipe. Mais l'acte d'évaluer prend alors deux aspects, selon qu'il s'établit sur des normes et des critères intentionnellement posés et objectivement vérifiables, ou sur des idées et opinions suggérées par les sentiments et impressions. Entre l'ingénieur qualité qui évalue un process de production selon des grilles normatives, et le critique d'art qui apprécie la valeur d'une œuvre en se laissant d'abord guider par ses impressions et émotions esthétiques, la démarche de l'évaluateur n'opère pas selon les mêmes modalités. Pour autant, les enjeux sociaux restent bien les mêmes. Il s'agit toujours de condamner ou de valoriser, d'estimer la qualité de la chose ou de la performance produite. Dans un cas, l'évaluation consiste à constater une relation d'adéquation entre des normes préétablies et une situation donnée. Dans l'autre, il s'agit de trouver les normes correspondant à une émotion inédite et inattendue. Il convient à présent de constater que chacune de ces tendances pose des difficultés majeures. Pascal différencie dans un texte célèbre l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. L'esprit de géométrie est un esprit de déduction qui permet, en parcourant les longues chaînes de raison, d'analyser une réalité donnée à travers des principes abstraitement posés. Il pourrait être rapproché de la démarche de contrôle, qui consiste à référer une réalité constatée à une réalité conçue. La force d'une telle procédure réside dans sa grande rigueur méthodologique et dans la cohérence de son approche. Tout peut être rationalisé et passé sous les raies des indicateurs, critères et objectifs. Le réel est sommé de se plier aux catégories qui lui sont assignées, dans le grand jeu de la représentation symbolique. Évaluer, c'est construire le réel en référence à des objectifs, puis constater son degré de correspondance en fonction d'indicateurs choisis. Rigueur, transparence et objectivité sont ainsi garanties dans le respect des règles et des procédures. À l'inverse, l'esprit de finesse repose sur une approche intuitive et exhaustive du donné. Non sur l'analyse détaillée des éléments mais sur la compréhension globale et synthétique de l'ensemble. Le réel s'impose ici dans la spécificité de ses attributs. Il est saisi pour ce qu'il est davantage que pour ce qu'on voudrait qu'il soit. L'évaluateur particulier qu'est le critique d'art ne peut exercer son travail en plaquant sur les œuvres des critères figés. Le propre du vrai génie étant justement, selon le mot de Kant, d'inventer des règles nouvelles, de donner des règles à l'art. Il s'agit ici de suivre les suggestions de ses impressions directes en faisant preuve de discernement. C'est une évaluation non construite et spontanée. Il faut s'imprégner du réel avant de le disséquer sous le scalpel des indicateurs critériés. Appliquée à l'évaluation, chacune de ces démarches suscite donc des questions. En cherchant l'objectivité, l'évaluation fondée sur le contrôle de conformité tombe dans le risque de la simplification réductrice. Car comment rapporter en effet une réalité toujours complexe à des critères normatifs inévitablement restrictifs ? À titre d'exemple, une bonne dissertation ne se laissera jamais appréhender à travers de simples critères formels, tant les capacités mises en œuvre pour la produire sont multiples et complexes. De même, un bon candidat pour un emploi donné n'est pas forcément celui qui satisfait le plus exactement aux critères initialement établis pour pourvoir le poste. Critérieur, normer l'acte d'évaluation, c'est nécessairement le réduire et le simplifier. C'est souvent manquer l'essentiel d'une performance ou d'une réalité par nature, toujours plus complexe que l'anticipation intellectuelle que l'on peut en faire. En cherchant la finesse, l'évaluation qui se laisse guider par ses sentiments laisse libre cours à la subjectivité des opinions et idées qui les sous-tendent inévitablement. Se fier à ses impressions lorsqu'il s'agit d'évaluer un entretien d'embauche, c'est laisser parler ses préférences qui ne sont pas nécessairement en lien avec les compétences professionnelles recherchées. Comment trouver alors le juste équilibre entre l'appréciation réductrice par des critères normatifs et le jugement subjectif par les impressions ? La finalité que se fixe cette analyse préliminaire est alors double. Il s'agit d'abord d'analyser de façon précise le concept même d'évaluation et les processus par lesquels le jugement se fait évaluateur.
Par quel mécanisme propre l'attribution des valeurs construit-elle notre rapport au monde? Comment s'opère dans le jugement même la discrimination entre l'évaluation quantitative et l'évaluation qualitative? Il s'agit ensuite et sur la base de ces analyses de réfléchir à un possible dépassement de cette contradiction entre une évaluation objective mais partielle et une évaluation fine mais partiale. Ainsi les fondements d'une évaluation à la fois soucieuse de la spécificité de son objet et capable de produire une analyse exhaustive pourront être posés. 1. La nature duale de l'évaluation. 1.1. Évaluer, c'est attribuer des valeurs. De son expression sauvage et spontanée, le préjugé à son élaboration aboutie, le jugement argumenté, l'acte d'évaluation consiste en une forme spécifique du jugement, celle qui assigne une valeur positive ou négative à l'objet considéré. Toute évaluation est à ce titre un jugement de valeur, un parti pris sur le réel qui condamne, approuve ou même sanctifie son objet. Évaluer, c'est ainsi poser une question directe et tranchée, qu'est-ce que cela vaut? Cette question interroge en retour sur l'origine des valeurs mobilisées. Les économistes ont pour habitude de distinguer la valeur d'usage de la valeur d'échange, exprimant par là l'idée que des biens inutiles peuvent être hors de prix, bijoux, et des biens vitaux peuvent être sans valeur marchande, eau. Il y a des choses qui n'ont pas de prix, comme savent nous le rappeler fort à propos certains messages publicitaires, et qui possèdent cependant une grande valeur. Il existe donc une double caractéristique de la valeur. Elle est d'une part objective et quantifiable car induite par des variables matérielles ou psychologiques. Rareté, rapport offre-demande, temps de travail social nécessaire à la production du bien ou du service. C'est alors ce qu'on appelle le prix, dont les procédures de détermination sont matériellement inscrites dans la réalité d'un contexte. Elle est d'autre part inquantifiable et correspond à la dimension la plus haute de l'existence. Les principes ou les buts que les hommes s'assignent et qui construisent le sens de leurs actions. Car apprécier l'usage que je fais des choses me renvoie à la façon personnelle et culturelle dont je me représente le monde. Littéralement aux principes, ce qui est premier, qui construisent mon existence consciente. C'est sur eux que s'élabore notre attachement aux choses du monde, notre relation profonde et individuelle avec la réalité dans laquelle nous vivons. Car derrière les actes que nous posons, il y a le sens que nous leur donnons, et ce sens est lui-même fondé sur un certain nombre d'idées ou d'idéaux. Par une curieuse inversion, le singulier du mot, la valeur, renvoie à sa dimension la plus inessentielle et anecdotique, celle de la détermination marchande dont l'universalité d'appréciation semble inscrite en sa terminologie même. La valeur d'un objet s'identifie à son prix dans un singulier qui force le consensus et l'objectivité. Et en renvoyant au prix, elle se découvre aussi changeante dans sa nature que stable dans ses modalités d'appréciation. La valeur se modifie perpétuellement tout en restant unique, à la fois mouvante et objective. Ce singulier dit beaucoup, socle d'une évaluation des choses et du monde qui se veut fondatrice d'ordre et de régulation, principe d'identité dans un univers, celui de l'échange marchand, où les différences, celles des intérêts, des stratégies, affirment ouvertement leur hégémonie. La valeur impose dans le langage et dans les faits cette idée que les choses et les actes valent d'abord par leur prix, que c'est par lui d'abord que l'on peut s'accorder et entrer dans un monde commun. L'universel ici est bien quantitatif et matériel. La valeur d'une chose, c'est ce qui me permet individuellement de l'échanger avec d'autres et de partager avec eux une partie du monde. Inversement, le pluriel du mot, les valeurs, renvoie aux références ultimes qu'un individu possède dans sa représentation du monde. Mais force est de constater par la contrainte même du langage, qu'il ne peut les posséder qu'en propre. Le pluriel est ici la marque de la différence et de la perte de sens commun. Ce n'est pas sur le socle de mes valeurs que je peux objectivement le mieux échanger avec autrui, un monde partagé. Le pluriel grammatical atteste d'un singulier existentiel qui reste indépassable. Si on communique et échange à travers la valeur par l'intermédiaire des choses du monde, on reste le muet dépositaire de ces valeurs. Ce qui vise l'essentiel, les valeurs, est donc plongé dans le divers de l'incommunicable. Ce qui reste superficiel, la valeur, nous ouvre sur un monde partagé. L'ère matérialiste a ainsi réalisé cette inversion d'un universel qui n'est plus éthique, le bien chez Platon, la loi et ses commandements dans la tradition judéo-chrétienne, mais économique.
Ce qui nous rassemble, ce qui nous mondialise, ce sont bien d'abord les échanges marchands et non une conception commune de l'humanité juge d'elle-même et toujours sujette à polémique. Aucune culture ne cherche à s'exonérer des bienfaits du commerce, là où les droits de l'homme et la démocratie ne font pas l'unanimité. Il existe donc une véritable dualité dans l'appréciation des valeurs, qui correspond en fin de compte à une hiérarchie des critères. Ainsi, dans la publicité bien connue d'une célèbre carte bancaire et qui joue très habilement sur ce conflit de valeurs, nous est présentée une distinction entre d'une part les choses qui s'achètent, le prix d'un voyage en Égypte, le coût des services d'un guide. Et d'autre part ce qui n'a pas de prix parce que c'est justement inestimable en termes de coût, partager avec ses enfants le spectacle des pyramides, communier avec eux dans la splendeur d'un chef-d'œuvre archéologique. Les premières valeurs renvoient aux données objectives du commerce touristique, les secondes à la transmission essentielle de la culture et de la beauté éternelle du monde entre les générations. L'argument publicitaire étant que l'une permet d'accéder à l'autre et ne trouve de sens que par là. Avoir des valeurs, c'est donc secondariser la valeur marchande en la subordonnant à une dimension plus essentielle de la réalité humaine, la transmission, l'échange et le partage des émotions. Au cœur de cette dualité, il y a la conviction unanimement affirmée que l'essentiel n'est pas dans la valeur mais dans les valeurs. La valeur ne vaut que pour les valeurs qu'elle sert éventuellement, mais qu'elle contredit habituellement. Car au-delà de la dualité, il y a bien entendu conflit de principes. La valeur, marchande et quantitative, réduit le réel aux divers dus quantitativement appréciables. Les valeurs, abstraites et générales, le rapportent à une série de représentations toujours discutables. Les valeurs instruisent indéfiniment le procès de la valeur, comme l'intérêt est critiqué au nom de l'idéal. La valeur dénonce à contrario le frein que peut factuellement être une considération des valeurs, limite à la liberté d'entreprendre, dénaturation de l'autorégulation et de la main invisible. L'analyse du concept de valeur nous conduit donc à prendre en compte les antinomies qui parcourent cette notion. Dualité du quantitatif et du qualitatif, de l'objectif et du subjectif, de l'unicité et de la multiplicité, de la morale et des affaires. 1.2. Dualité de la démarche d'évaluation. Il est alors nécessaire de rapporter l'acte d'évaluation à ces deux acceptions, qui constituent à l'évidence deux approches distinctes de la démarche. Évaluer, c'est d'une part mesurer le prix d'un acte, d'un dispositif ou de compétences individuelles selon des critères objectifs et quantifiables. Évaluer, c'est d'autre part estimer moralement ou culturellement l'objet considéré en le référant à des représentations inquantifiables et souvent inconscientes. Si la première forme d'évaluation se constitue sur la base de données normatives, la seconde se fonde sur les idées, opinions, principes, sentiments qui renvoient inévitablement à la part subjective du jugement. Entre la mesure mathématiquement opératoire mais réductrice et l'estimation subjectivement discutable mais signifiante, l'acte d'évaluation recèle donc en lui une ambiguïté dont il s'agit d'identifier les conséquences. Si l'on appelle référence à partir de quoi l'évaluation se pose, il en existe de deux types. Les référents objectifs déduits des processus ou des déterminations rationnelles, exemple de l'évaluation scolaire ou de celle des compétences professionnelles, les référents induits des principes, opinions, que se donnent les individus. On peut ainsi ne pas estimer un professeur auquel on reconnaît par ailleurs certaines compétences objectives, cours structurés, devoirs donnés aux élèves, mais dont la relation pédagogique est subjectivement défaillante, ça ne passe pas avec les élèves. On peut inversement apprécier humainement un professeur qui possède des qualités relationnelles indéniables, tout en constatant une déficience réelle dans le contenu de ses cours. Ces écarts traduisent la distance qui subsiste parfois entre ce que l'on mesure et ce que l'on éprouve subjectivement. Ainsi, un établissement scolaire peut être performant dans ses résultats, et pourtant développer objectivement des démarches et des modes de fonctionnement discutables ou problématiques, tension entre les services, faible suivi des élèves. Car il est essentiel de constater que si ces deux démarches évaluatives sont distinctes en théorie, elles n'en restent pas moins indissociables en pratique. L'un des problèmes essentiels de l'évaluation consiste alors à mesurer pleinement cet écart entre le quantitatif et le qualitatif. Peut-on réduire l'évaluation au seul critère objectif ?
particulièrement lorsqu'il s'agit de mesurer une performance aussi complexe que celle de l'acquisition pédagogique? Plus profondément, il convient de formuler le présupposé négatif qui entoure l'approche subjective. N'est-elle finalement qu'une évaluation objective mal construite qu'il convient dès le départ de disqualifier? Ou y a-t-il bien plutôt une spécificité radicale de l'évaluation subjective, dont le regard sur l'objet apporte une perspective irremplaçable? À titre d'illustration, l'inspection pédagogique d'un enseignant est-elle simplement possible sur la base des seuls indicateurs quantitatifs et objectifs, nombre de devoirs donnés, avancées dans le programme et nombre de chapitres traités, résultats obtenus aux examens, capacité attestée à construire son cours, à susciter l'intérêt des élèves, ou bien son appréciation n'est-elle pas inévitablement qualitative, fondée en dernier lieu sur l'impression d'ensemble qu'aura eu l'inspecteur lors de la séquence, établie sur le sentiment général du chef d'établissement par rapport à son implication professionnelle? Il semble en effet difficile de circonscrire la qualité pédagogique à une série de critères et de normes préétablis, tant il existe une diversité de bons cours et de bonnes manières d'intégrer les élèves à une séquence d'apprentissage. En la matière, le mauvais est d'ailleurs plus aisé à identifier que le bon. Insuffisante sollicitation des élèves, pauvreté des contenus, défaut de communication et d'explicitation. Mais il n'en demeure pas moins que la relation pédagogique que l'enseignant entretient avec sa classe, base de la transmission du savoir, reste empreinte de subjectivité. Faire cours, c'est d'abord aller à la rencontre d'une classe. Et comme en toute rencontre, la part de subjectivité reste essentielle. La différence ici est que le courant doit passer pour que s'alimente la lueur des apprentissages. La posture de l'enseignant qui tient à sa personnalité, est par nature plurielle et le bon enseignant est d'abord celui qui a su trouver sa voie et son style propre dans le champ des possibles. Pour autant, l'importance des critères objectifs n'en reste pas moins prégnante, et il serait inconséquent de tirer de cette indépassable subjectivité la conclusion d'une impossibilité d'évaluer de façon normative. Car les exigences sont là, respect du programme, mise au travail des élèves et accompagnement optimal de leur réussite. Le cahier des charges virtuel de l'enseignant décline dans l'appréciation de chacun les missions et les objectifs. Évaluer son travail, c'est donc concilier un style propre avec les modalités d'atteinte des objectifs pédagogiques fixés dans le cadre de sa mission de service public d'éducation. 1.3. La posture de l'évaluateur et la triade de l'autorité. Ce que nous indique ainsi cette brève analyse de l'évaluation pédagogique, c'est qu'il n'y a pas à proprement parler d'évaluation objective, et qu'une telle prétention à l'objectivité ne doit pas être en elle-même une finalité. L'attitude honnête de la part de l'évaluateur est plutôt celle qui consiste à assumer une partialité rationnelle et raisonnable, fondée en raison et dont on peut rendre raison. Car évaluer, c'est valoriser ou dévaloriser l'objet considéré. On peut alors constater un paradoxe socialement entretenu. La posture de celui qui fait usage de cette compétence est de jure présentée comme légitime du fait de son impartialité supposée alors qu'elle reste de facto marquée de subjectivité. Si l'évaluateur doit en effet être objectif, son mode d'approche du réel doit en revanche rester ouvert à une forme consciente et maîtrisée de subjectivité. La seule façon d'être objectif consiste alors à assumer sa part de subjectivité en lui assignant des limites. Tel inspecteur sait qu'il préfère un style de cours participatif où l'enseignant donne une place structurante à la parole des élèves. Tel autre privilégie au contraire l'organisation conceptuelle dans la conduite pédagogique. L'essentiel étant d'introduire un facteur de pondération consciente dans l'élaboration de l'évaluation, de manière à ce que la préférence subjective ne vienne pas biaiser l'appréciation réelle du travail jugé dans sa valeur intrinsèque et l'atteinte des objectifs. Être partial, c'est donc ériger une préférence en critère, introduire volontairement ou non une confusion entre ce qui relève de la personnalité propre de l'évaluateur et ce qui constitue la valeur réelle de la chose jugée. Le seul évaluateur objectif est donc celui qui connaît son indépassable subjectivité et qui l'intègre à ses critères. Ce positionnement de l'évaluateur s'avère d'autant plus essentiel que celui-ci reste investi d'une forte attente sociale qui prend la forme d'une triple relation hiérarchique. Hiérarchie cognitive tout d'abord car il est celui qui sait ce que l'évalué est supposé ne pas savoir du tout. Rapport maître-élève, ou moins bien savoir. Rapport de hiérarchie professionnelle, inspecteur-enseignant.
Cette dimension est alors la plus légitime, parce que la mieux fondée, établie en raison des formes d'expression de l'autorité. Est légitimement fondée à m'évaluer, celui qui est conceptuellement apte à le faire. Cette mise en scène du savoir ou du savoir-faire comme assise du pouvoir est essentielle dans toute forme de management comme d'éducation. Un chef incompétent ne sera jamais un chef pour ses subordonnés, un enseignant qui ne maîtrise pas sa discipline ne sera jamais un vrai prof. Mais le positionnement de l'évaluateur s'établit ensuite sur une hiérarchie institutionnelle, puisqu'il possède une autorité socialement fondée dont est dépourvu l'évalué. Ce fondement social situe l'évaluateur dans le contexte social du pouvoir au point de s'identifier à lui. Avoir du pouvoir sur quelqu'un, c'est d'abord avoir celui de juger de ses actes ou de leurs effets. Et ce pouvoir est établi sur deux éléments, son institution formelle par les autorités habilitées à le faire, sa mise en scène particulière par l'individu qui en est le porteur. Dans un texte célèbre, Pascal vante les mérites de l'imagination comme la grande orchestratrice des relations sociales. Si médecins et magistrats avaient la véritable justice ou le véritable art de guérir, ils n'auraient que faire de bonnets carrés. Mais les signes extérieurs et manifestes de leur savoir sont le fondement authentique de leur pouvoir. Quiconque est dépositaire d'une autorité doit être individuellement garant de son apparence symbolique. Un chef d'établissement négligé porterait préjudice, non à lui-même, mais à l'institution qu'il représente pour tous à son niveau. Il perdrait de facto, avec sa crédibilité, toute légitimité à exercer sa compétence. On différencie le chef d'établissement d'un enseignant par son apparence vestimentaire, avant de le distinguer par des compétences spécifiques. Ici comme partout, l'habit fait le moine. Mais cette apparence symbolique doit plus fondamentalement être établie sur des rituels d'habilitation. Dans les sociétés démocratiques, rationnelles légales selon l'expression de Max Weber, ces rituels sont pour la plupart des cas ceux des concours. Professeur certifié, agrégé. Ces deux exemples terminologiques illustrent de façon explicite l'objectif essentiel qui est d'investir, de rattacher les candidats à un groupe de pairs dûment habilités à exercer un mandat de service public. Le savoir, fondement légitime de l'évaluation, ne devient donc pouvoir que lorsqu'il est institutionnalisé socialement et incarné individuellement selon des codes formels reconnus de tous. Enfin, la posture de l'évaluateur se construit sur une hiérarchie normative quand il fait respecter des règles que l'évalué peut potentiellement enfreindre. Rapport juge-citoyen, proviseur-enseignant. Tout évaluateur est le garant d'une norme sur laquelle il fonde son évaluation, et à l'aune de laquelle il réfère son action. C'est là une dimension essentielle de l'autorité, qui repose sur l'exemplarité de celui qui l'incarne. À l'origine de tout ordre il y a des règles, conditions de l'administration et des actes de chacun. Celui qui peut évaluer autrui, c'est celui qui doit plus que lui maîtriser ces règles parce qu'il en est devant lui le garant. Au-delà de son apparence purement formelle, il y a donc ses attitudes et sa capacité à représenter la règle commune en faisant par ses actes la démonstration qu'il la maîtrise. Ainsi le chef d'établissement est devant ses personnels le garant de la stricte application des circulaires et arrêtés, le professeur est devant ses élèves garant du règlement intérieur. Qu'elle soit finalement établie sur le savoir, la compétence et ou tout simplement la loi, on peut à cet égard identifier toute forme de pouvoir social à cette capacité institutionnellement fondée ou psychologiquement imposée d'être juge d'autrui. 1.4. Le critère de la qualité essentielle. On peut ainsi constater que le fondement de toute posture d'évaluation repose sur cette triple assise du savoir, du pouvoir et de la loi. Mais qu'en est-il du côté de l'objet évalué ? Qu'est-ce qui est prioritairement visé dans l'acte d'évaluation ? À chaque cas particulier, le même adjectif revient sans cesse, le bon. L'enseignant vise la bonne copie, modèle idéal duquel s'éloigne avec plus ou moins de bonheur celle de ses élèves. L'inspecteur cherche quant à lui le bon professeur. La pensée grecque, dans sa remarquable précision, avait un concept pour exprimer cette réalité, l'arrêté. Ce terme, que l'on peut traduire par excellence ou vertu essentielle, renvoie à l'idée que chaque chose possède une qualité distinctive conforme à son essence. Et la vertu consiste pour tout ce qui existe à accomplir cette essence en actualisant la qualité distinctive propre à son être. Ainsi la vertu de l'œil est de bien voir, celle d'un tournevis de bien visser.
Et la vertu consiste pour chaque homme à accomplir l'excellence de son humanité, en évitant tous les excès qui le feraient retomber dans une inhumanité. C'est par exemple chez Aristote la théorie du juste milieu. La vertu est une disposition de la volonté consistant dans un juste milieu relatif à nous. Toute évaluation vise donc une qualité essentielle, une excellence propre à la chose jugée. Il convient alors d'identifier pour chaque cas le modèle servant de référence à l'acte d'évaluation. Cette question nous renvoie à la problématique, classique en épistémologie, de la définition vraie. Pour prendre un exemple simple, celui de la figure géométrique du cercle, tous les cercles que chacun peut concrètement tracer à l'aide d'un compas ne sont que des images approximatives. Platon parle même de simulacre, du cercle authentique qui réside et s'épuise dans sa seule définition. Le cercle est une figure pour laquelle chaque point de la circonférence est équidistant du centre. Or toute incarnation de ce concept est nécessairement imparfaite. Il y a toujours, ne serait-ce qu'à travers l'inégale épaisseur du trait, des écarts de distance entre les points périphériques et le centre. Selon ce schéma mathématique, du concept à l'être, de la définition à son actualisation particulière, il y a donc une dégradation, une différence, un éloignement du vrai. Envisagé du côté de l'objet, toute évaluation part donc d'une qualité essentielle qu'il convient de retrouver plus ou moins parfaitement dans ses incarnations réelles. Évaluer, c'est ainsi mesurer cet écart entre l'être normatif et l'être réel par lequel s'expriment toutes les différences de la subjectivité. Chaque évaluateur possède, consciemment ou non, une telle idée régulatrice de son jugement à partir de laquelle il va mesurer des écarts. Dans le domaine de l'entreprise est apparue la notion de norme qualité, qui a institutionnalisé la pratique de l'évaluation en l'intégrant de la démarche de production, l'époque des cercles de qualité, du zéro défaut, à la démarche commerciale, fitness for use. À l'origine établie pour optimiser les processus de fabrication, les normes qualité sont devenues aujourd'hui des exigences de marketing sous l'impulsion assumée des instances internationales de certification. Ainsi la norme ISO définit la qualité comme l'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit, processus ou service qui lui confère son aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. La qualité essentielle d'un produit ou service se définit dans cette perspective du point de vue de l'utilisateur, selon un critère de satisfaction des besoins. En résumé, qu'elle soit le produit d'un cahier des charges, d'une étude de marché ou d'une analyse conceptuelle, la norme qualité comprise dans toute démarche d'évaluation en constitue bien le fondement. Qu'elle prenne la forme d'un simple contrôle de conformité ou d'une analyse plus poussée, l'évaluation se réduit toujours à mesurer un écart entre une représentation normative et une réalité produite. Si évaluer est un acte aussi présent dans nos vies au point d'investir tous les registres de l'existence, c'est parce qu'il s'inscrit au cœur de notre insatiable quête de l'excellence. 2. L'évaluation, lorsque l'homme se fait le juge de l'homme. 2.1. L'évaluation comme prise en compte de la réalité humaine. Si l'on considère à présent la question du point de vue de la démarche intellectuelle qui produit l'évaluation, que se passe-t-il dans mon esprit lorsque j'évalue ? Il est possible de caractériser cette démarche de façon simple. Évaluer, c'est se faire juge d'une réalité qui se rapporte toujours directement ou pas à l'homme. Il convient dès lors de partir d'un constat. Si l'évaluation est un jugement, tout jugement n'est pas pour autant une évaluation. Selon la formule de Kant, juger, c'est unir des représentations dans une conscience. La perception directe du réel nous ouvre à la diversité sensible des impressions dont la masse diffuse et chaotique doit être informée par la conscience. Le jugement est d'abord une activité de synthèse perceptive, celle qui consiste à agréger cette diversité brute à travers des formes a priori, c'est-à-dire propres à la conscience humaine et indépendantes de la sensibilité, seules à même de nous en offrir une compréhension organisée. Les sensations sont ainsi corrélées dans l'espace et le temps, puis ordonnées selon les dimensions structurantes de notre représentation, que Kant appelle les catégories, permettant d'en dégager des significations. Il convient alors de situer plus précisément l'évaluation dans le cadre de cette activité synthétique du jugement. L'astronome découvrant l'existence d'un nouveau corps céleste n'évalue pas le réel mais le constate. Il évalue en revanche, sous le contrôle de sa communauté scientifique,
la validité de ses calculs lui permettant de situer ce nouveau corps et donc de confirmer son existence. De la même façon, un scientifique vérifiant par une procédure expérimentale la validité de ses hypothèses initiales, évalue non le réel objet de ses investigations, mais l'interprétation qu'il a lui-même produite sur ce réel. Dans un tout autre ordre d'idées, le CPE découvrant l'absence d'un élève n'évalue pas le fait brut. Il évaluera en revanche le motif de cette absence. Dans ces deux exemples, ce n'est jamais le fait en lui-même qui est évalué, mais son appropriation humaine. L'évaluation est donc l'exercice du jugement en tant qu'il renvoie à l'homme et non aux choses. L'objet global de l'évaluation est le proprement humain. Évaluer, c'est donc établir un jugement qui vise, au-delà de la chose perçue, une activité ou une intention humaine. S'il s'agit, comme on l'a vu précédemment, d'attribuer des valeurs, les faits bruts en sont par eux-mêmes dépourvus. Seul l'homme peut être sujet d'application de valeurs. À lui seul il revient d'être qualifié de façon positive ou négative pour ce qu'il est ou pour ce qu'il fait. Les choses sont par nature sans valeur. Ainsi la valeur de la nature pour l'écologie est liée au fait qu'elle doit être l'objet d'une transmission générationnelle, comme un monde habité par les générations qui se succèdent. L'homme seul est donc sujet d'attribution et destinataire des valeurs. Il est à ce titre objet exclusif d'évaluation. Cette évaluation par laquelle l'homme se fait juge de l'homme peut alors avoir trois formes possibles. Évaluer, c'est tout d'abord être juge du jugement d'autrui. L'enseignant qui évalue le travail de l'élève corrige bien le jugement, la jugeote, dont il fait preuve dans le cadre de l'exercice donné. Nous sommes à ce titre dans l'ordre d'un méta-jugement, d'une pensée réflexive ou pensée de pensée, où la conscience se prononce sur l'expression d'une autre conscience. Évaluer, c'est aussi être juge du comportement d'autrui en tant qu'il est l'expression de son humanité. Le DRH qui procède à un entretien d'embauche évalue la présentation d'un candidat, c'est-à-dire la façon dont lui-même s'est construit une image qu'il estime révélatrice de ses compétences. Le magistrat qui conduit une instruction statue sur les actes, jugés ou non responsables, du mis en cause. Évaluer, c'est enfin être juge d'une réalité en référence à autrui. Cette forme indirecte de prise en compte d'une activité humaine se retrouve dans toute conséquence tirée de vérité à caractère ou à prétention scientifique. Le météorologue qui évalue les données climatiques le fait en intégrant les attentes professionnelles et personnelles des multiples destinataires de l'information qu'il délivre. Les médecins et scientifiques qui réfléchissent aux différents scénarios d'évolution d'une pandémie infèrent des données objectives, une évaluation des risques et les conséquences qu'il convient d'en tirer en termes de santé publique. Dans ce dernier cas, autrui n'est pas seulement l'objet mais également le critère d'appréciation de l'évaluation. 2.2. L'évaluation comme interprétation du réel. Étant établi que l'évaluation constitue un rapport au monde fondé sur un anthropocentrisme de l'activité consciente, il convient de différencier plus précisément différents types de jugements. C'est sur la base de cette analyse que nous pourrons alors identifier plus précisément la nature spécifique du jugement évaluatif. On peut ainsi distinguer trois types d'activités synthétiques exercées par l'entendement, pour organiser la diversité sensible. La description, lorsque le jugement consiste à prendre acte d'une réalité qui se donne immédiatement, exemple précédent de l'astronome, le rapport au réel se construit sur fond de neutralité intellectuelle. Le regard de l'observation de type scientifique. Il convient ici d'entendre ce terme au sens large, vise à un premier niveau la seule prise en compte de la représentation immédiate, dans une exclusive recherche d'efficacité. Ce qui est en effet en jeu, c'est alors notre nécessité d'agir sur les choses, et d'en avoir de ce fait une représentation la plus exacte possible. Selon les théories de Bergson, la pensée scientifique n'est ainsi que le prolongement de la perception commune du réel, à savoir la construction d'une vision instrumentale destinée à préparer notre action sur le monde. La science n'est que le préalable de la technique, tout autant que la technique, à travers les objets de mesure et d'analyse qu'elle produit, prépare la perception scientifique du donné. En tout état de cause, certains jugements sont produits dans une finalité de description du réel en élaborant une synthèse perceptive destinée à fournir une photographie utile à notre action. De la banalité des jugements quotidiens, il fait froid aujourd'hui, à la sophistication expérimentale des jugements scientifiques,
l'eau bout à 90, il y a ainsi une différence de degré, celle de la mesure et de la précision. Mais juger, c'est à cet égard décrire l'explication, la démonstration, lorsqu'il s'agit à un second niveau de comprendre le réel pour lui-même ou de produire une vérité d'ordre rationnel en dépliant en lui ce qui est immédiatement caché à nos sens. C'est là la signification littérale de l'explication, qui figure le mouvement par lequel l'esprit révèle ce qui se tient caché sous les plis d'une réalité non immédiatement visible. Pour atteindre cette réalité cachée, il convient alors d'utiliser non plus la perception qui exprime là ses insuffisances, mais la réflexion. Expliquer, c'est alors dégager par un acte intellectuel de reconstruction une vision globale du réel. Là encore, l'étymologie nous parle. La théorie, théoria en grec, est un acte de vision. Théoriser, c'est voir par l'esprit. Par voie déductive, en partant des principes, ou inductive, en partant du donné, la pensée reconstruit alors le réel à travers le langage. Juger, c'est ainsi expliquer. L'évaluation, l'interprétation, lorsque le jugement porte non plus sur le réel en tant que tel, mais sur une réalité rapportée à des intérêts, intentions ou activités humaines. On n'est plus alors dans l'explication où le réel est pris comme objet, mais dans l'interprétation, c'est-à-dire dans une mise en commun du réel représenté par l'esprit. L'interprétation définit ainsi littéralement un acte d'intersubjectivité où le prêt commun du donné devient sujet de réflexion. Si l'explication vise à déplier le réel tel qu'il est supposé être, l'interprétation consiste toujours à le rapporter à des critères ou normes de compréhension préétablis. Les météorologues du GIEC interprètent ainsi le réchauffement climatique, qui est une donnée consensuelle, en le rapportant aux activités humaines et en obligeant ainsi les sociétés modernes à repenser leurs comportements énergétiques. Le fait du réchauffement donne d'abord lieu à une explication, le rôle majeur des gaz à effet de serre, et cette explication fait à son tour l'objet d'une interprétation. Ces gaz sont essentiellement la résultante des activités humaines, les conséquences globales seront catastrophiques pour l'homme. Juger, c'est bien alors évaluer. 3. L'évaluation sauvage ou le jugement spontané. 3.1. L'évaluation constitue notre mode d'être. Même si la possibilité de produire des jugements qui ne sont pas à caractère évaluatif existe, de tels jugements purement descriptifs ou explicatifs ne constituent pas notre mode de fonctionnement spontané. Nietzsche souligne avec raison que l'homme est par nature un animal évaluateur par excellence. Sa perception directe du réel est immédiatement affectée par ses intérêts, idées et attentes. Nous n'avons pas spontanément une vision scientifique et objective du monde qui nous entoure. On ne peut en effet percevoir quelque chose sans le rapporter immédiatement à soi-même. Et on ne peut identifier la chose perçue sans lui attribuer une valeur positive ou négative par rapport à nous. Il n'existe pas à ce titre de perception neutre et totalement objective du réel. Nous attribuons à chacune de nos perceptions un signe positif ou négatif selon nos intérêts et intentions du moment. Cette influence de l'humeur sur nos perceptions et représentations se retrouve d'ailleurs dans plusieurs expressions de la vie courante. Voir la vie en rose, broyer du noir, se lever du pied gauche. La réalité dans laquelle nous vivons est tout autant le fruit d'une projection de nos états d'âme que l'expression d'une perception authentique. Ou plus exactement, la perception authentique n'est qu'une illusion que la conscience humaine entretient sur elle-même, en prétendant pouvoir faire abstraction d'elle-même. Pour comprendre cette attitude naturelle de la conscience, il convient de relever qu'elle constitue à cet égard un héritage ou un prolongement de l'instinct. De même que l'instinct animal décode de façon purement physiologique dans le flux des perceptions celles qui lui sont préjudiciables et celles qui lui sont favorables, de même la conscience humaine discrimine de façon symbolique ses propres impressions sensibles. Instinct et conscience sont les guides de nos actes, ils organisent nos perceptions en prédisposant le réel à nos besoins. Nous serions à défaut, littéralement submergés par nos flux perceptifs et nos impressions, totalement hébétés et incapables d'agir. L'action s'amorce donc dans une activité de sélection du donné opérée par la conscience, aidée par la mémoire, ou par l'instinct. Et si l'instinct s'arrête à un pur mécanisme de stimulus-réaction, la conscience produit quant à elle des représentations structurées. Mais la finalité initiale est bien la même, préparer le réel en vue de l'action.
La citation de Nietzsche relève la nature physiologique de la conscience, pour laquelle l'évaluation constitue l'activité la plus naturelle. Immédiatement marquée d'un sentiment agréable ou désagréable, la perception est d'emblée valorisation ou dévalorisation du donné sensible. Percevoir, c'est en un certain sens déjà évaluer. Avec la représentation consciente, cette tendance psychique se prolonge et se poursuit. Se faire une représentation du donné, c'est là encore évaluer ce donné. De là vient notre habitude à nous construire en permanence des préjugés, c'est-à-dire à savoir avant de savoir afin de pouvoir positionner nos actes dans un environnement social qui ne nous est pas nécessairement favorable. L'omniprésence des préjugés dans la réalité sociale repose sur un mode de fonctionnement structurellement inscrit dans les mécanismes psychiques. Parce que nous composons en permanence avec le réel, nous avons un besoin vital et immédiat de savoir, comme le dit la formule, à quoi nous en tenir. Voir quelqu'un pour la première fois, c'est d'emblée avoir son opinion, avant toute forme de connaissance possible de ce qu'il est réellement. Les codes et rituels sociaux sont d'ailleurs là pour soutenir notre tendance aux préjugés en nous fournissant de multiples signes immédiats et visibles de distinction ou discrimination. Vêtements, façon de parler, code de politesse dont l'arbitraire marque l'intériorisation de ce besoin de renvoyer à autrui des signes qui le rassurent socialement. Il ne s'agit pas de relativiser cette attitude qui correspond à un profond besoin psychique, celui de composer avec une réalité que nous ne maîtrisons pas, qui est potentiellement hostile et avec laquelle nous sommes en interaction permanente. Si les préjugés sont aussi fortement enracinés dans notre existence, c'est parce qu'ils sont pour nous d'une nécessité vitale. Descartes, critique s'il en est des préjugés, parlait pourtant d'une morale de provision, pour signifier que dans les situations où nous ignorons le contexte et les conséquences de notre action, il vaut mieux cependant décider et agir plutôt que de rester indécis. Parce que l'action n'attend pas, parce que dans la vie courante nous sommes souvent amenés à agir ou même à décider avant de savoir, notre disposition psychique nous conduit à produire des préjugés sur fond d'une évaluation permanente des choses et des hommes. Nous sommes ainsi conditionnés à savoir avant de savoir, puisque soumis à la nécessité d'agir avant de savoir. 3.2. L'évaluation construit notre rapport au monde. Dans cette dynamique perverse où l'action précède le jugement qu'elle conditionne par anticipation, l'évaluation joue donc le rôle central de construire une représentation immédiate du monde sur la base de nos attentes individuelles. Sartre ou Husserl l'appellent intentionnalité, ce processus psychique par lequel la conscience se donne le monde dans lequel elle vit. Au-delà du mécanisme des préjugés, ce rapport au monde a alors plusieurs implications. Nous ne percevons d'abord du réel que ce qui s'inscrit dans le cadre de notre intentionnalité. Dans ses analyses phénoménologiques, Sartre donne de nombreux exemples de ce processus de réduction de notre champ perceptif qu'il appelle « énéantisation ». C'est l'exemple du mari trompé, qui ne perçoit pas les signes pourtant évidents de l'infidélité de sa femme parce qu'il ne veut tout simplement pas voir cette réalité en face. C'est l'autre exemple du rendez-vous manqué avec Pierre dans le café. S'y rendre avec retard, c'est percevoir le café non comme il est réellement, c'est-à-dire indépendamment de moi, mais avec le regard impatient de celui qui espère encore trouver un ami qu'on a fait attendre. La vision du café n'est alors pas la même que celle que j'aurais eue si j'étais arrivé à l'heure, elle-même différent encore de celle que j'aurais eue si je n'avais pas eu rendez-vous avec Pierre. À chaque intentionnalité correspond une réalité différente du café qui est ainsi en permanence réévaluée au gré de mes projets. Le monde du café n'est donc pas un monde unique, univoque ou objectif. Il se construit en permanence au gré des individus et des moments. Nous attribuons ensuite à chacune de nos perceptions une valeur positive ou négative. La perception devient ainsi un sentiment, fruit d'une évaluation. Selon que mon projet de retrouver Pierre dans ce café est contrarié ou pas, mon évaluation qualitative de cet endroit sera fortement différente. Je serai ou non sensible à la beauté du cadre, à la courtoisie du serveur, à l'atmosphère qui y règne. Mais cette évaluation n'est pas induite par l'objet, elle est déduite de mon projet initial. Nous sommes ainsi en permanence conditionnés par nos attentes et nos représentations. Si l'humeur nous fait voir la vie en rose, c'est l'intentionnalité qui orchestre concrètement cette coloration et choisit les dominances de ton.
En tant que donnée immédiate de la conscience, l'évaluation constitue ainsi la forme de jugement la plus spontanée et la plus directe. Elle est notre emprise et notre empreinte perceptive sur le monde, l'affirmation de notre existence propre sur les choses. Expliquer ou décrire implique un effort d'abstraction. Il faut sortir de soi-même pour se déprendre de ses intérêts et intentions propres. Évaluer en revanche consiste à suivre la tendance naturelle de sa conscience. L'évaluation, phénomène spontané de la conscience, s'inscrit donc dans le cadre habituel, physiologique pour reprendre le mot de Nietzsche, de notre rapport au monde. J'évalue, donc je suis. 4. L'évaluation réfléchie, ou le jugement critique. 4.1. Nature du jugement évaluatif. Mais si l'évaluation possède un caractère spontané et irréfléchi, elle correspond également à un stade plus élaboré, à une démarche consciente et construite de la pensée. Car à partir de cette tendance immédiate, la conscience produit des jugements qui vont au-delà des simples perceptions du quotidien ou des humeurs. Ce sont ces jugements constitués qu'il s'agit maintenant d'analyser, en retrouvant à travers eux la spécificité de l'attitude évaluative. Le philosophe Kant s'affirme incontestablement comme l'auteur qui a établi les analyses les plus décisives sur la nature du jugement. En suivant ces idées, il convient de décrire les processus d'élaboration des jugements évaluatifs au cœur de ce qu'il appelle la faculté de juger. Selon lui, juger, c'est unir des représentations dans une conscience. Le jugement se définit comme un acte de synthèse élaboré. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.